Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à cette première soirée des Bonnes Feuilles de l'assurance, organisée par les enseignants-chercheurs de l'ESA, l'École supérieure d'assurance. Alors, je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler du risque cyber. En effet, dans quelques instants, nous allons accueillir une table ronde intitulée Cyberrisque, les organisations dans l'écosystème de l'incertain. Alors, nous allons voir bien sûr ce qu'est le risque cyber, comment le réduire ou essayer de le juguler. Nous verrons bien sûr la place que peut jouer l'assurance dans cet écosystème de l'incertain qu'est le cyber. Alors, nous sommes réunis jusqu'à 20h environ. Je vous invite à envoyer vos questions au fur et à mesure des interventions de nos experts sur le chat de notre Zoom. Je les verrai ici. Je les reprendrai du moins un certain nombre d'entre elles en fonction du temps, mais n'hésitez pas, les questions que nous n'aurons pas le temps de traiter ce soir seront bien sûr traitées plus tard. Je vous invite aussi à mettre vos caméras, ça nous soutiendra un petit peu, n'hésitez pas, ça paraîtrait peut-être en petit, mais ça nous permettra de voir que vous êtes là pour nous soutenir et envoyer vos questions. Alors pour ouvrir cette soirée, je me tourne vers Maria Béatrice Salgado. Bonjour Maria. Bonjour. Alors vous êtes directrice des études et de la recherche du groupe d'enseignants-chercheurs de l'ESA. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'ESA peut-être ? Bonsoir à tous. Oui, avec plaisir, bien sûr. L'École supérieure d'assurance a été fondée il y a environ 40 ans. Donc, nous avons fêté ces 40 ans l'année dernière, même si le contexte était tout à fait particulier, je vous l'accorde. 40 ans, ça s'est fait. Nous sommes une école très reconnue dans les domaines de l'assurance, de la banque, également de la gestion des patrimoines, mais aussi du risque, ce qui nous réunit ce soir, bien entendu, aussi l'immobilier. Nous faisons nos premiers pas, mais nous sommes déjà sur une bonne lancée dans les domaines des ressources humaines, mais également de la data. Notre école, en 2 mots, comment je pourrais vous la décrire? Je la décrirais comme une école très attachée à ses élèves, à taille humaine. Je pense que c'est peut-être ce qui nous caractérise le plus, ce qui nous permet notamment de mener à bien ce qui nous tient particulièrement à cœur, qui est l'accompagnement tout au long de la scolarité de nos élèves. Nos formations sont très diverses, sont ouvertes à tous, puisque nous accueillons des étudiants en alternance. Nous avons aussi de la formation continue. Nous avons des programmes à l'international. Et ce qui est très intéressant à signaler certainement, c'est le fait que toutes nos formations sont possibles, sont accessibles à distance. Un mot peut-être qui me tient plus à cœur, c'est nos valeurs. Pourquoi nous avons défini des valeurs? Quelles sont ces valeurs? Elles vont de la créativité à la proximité, la solidarité, bien entendu, parce que c'est surtout ces valeurs qui vont conduire nos élèves à la réussite. Et la réussite de nos élèves, c'est bien entendu la nôtre. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les enseignants-chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cette équipe d'enseignants-chercheurs ? Avec grand plaisir. Les enseignants-chercheurs, l'école compte de manière générale une équipe de 130 enseignants. Depuis environ 1 an et demi, nous sommes un groupe d'enseignants-chercheurs. Nous évoluons dans les domaines du droit, de l'économie et encore de la gestion. C'est un groupe pluridisciplinaire. Nos enseignants, comme tous les enseignants-chercheurs d'ailleurs, écrivent dans des revues bien sûr classées au niveau national, au niveau international. Et les enseignants accompagnent des étudiants dans les cadres de leurs études doctorales et puis participent très souvent d'ailleurs à des congrès, à des colloques en France, mais bien au-delà aussi de nos frontières. Nos enseignants font vraiment un travail excellent, que ce soit dans l'accompagnement quotidien de nos étudiants, mais aussi dans les travaux de recherche que nous menons et dont nous parlerons, nous aurons la chance d'en parler par la suite. Alors, vous venez d'évoquer la revue, je vois que vous l'avez là. Dites-nous un mot de cette revue. Donc, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter notre revue. C'est le fruit de nous tous. Je n'ai fait que les porter et je remercie mes collègues d'avoir été là pour ce travail. Nous avons sorti les Bonnes Feuilles de l'assurance. Notre premier numéro est paru en décembre 2020. Et nous sommes en train de préparer les suivants qui verront le jour à la fin de l'année, si tout va bien, mais je suis sûre que c'est le cas. Notre premier numéro nous a permis de traiter un sujet qui nous tenait à cœur et qui était vraiment dans les moments, c'était vraiment traiter les conséquences de la pandémie sur l'assurance. Et puis, nous avons été un tout petit peu au-delà et nous avons osé, je vais le dire, aborder des thématiques de l'assurance sous les prismes d'autres disciplines. On a eu de la finance, on a parlé marketing, on a parlé droit fiscal. C'était vraiment passionnant. Les prochains numéros, nous allons peut-être aussi laisser un tout petit peu de côté, si vous le permettez, la pandémie et nous allons plutôt avoir une étude critique. Je veux qu'elle soit
critique, pour les raisons que j'évoquerai ensuite, une étude critique de la contribution de l'assurance à la relance de l'économie. Vous parlerez un peu cyber-risque? Bien entendu. Là, ça c'est bien entendu. Je ne manquerai pas de souligner que dans notre revue, nous avons 2 rubriques qui sont consacrées l'une à des professionnels. C'est la rubrique La pratique répond à, et je pense que c'est dans cette rubrique notamment que nous allons insérer une partie des conclusions que nous allons tirer ce soir de nos échanges, et une deuxième partie, les débats, dans laquelle nous accueillons les travaux d'autres collègues enseignants-chercheurs d'établissements français, et puis ça alimente, ça crée un débat qui est vraiment ce qui nous anime dans notre groupe, c'est les débats, l'échange. C'est vraiment les sujets que nous traiterons dans notre prochain numéro. Et date de parution au mois de novembre. Mais si vous voulez déjà nous suivre, n'hésitez pas à taper lesbonnesfeuillesdelassurance.org. Alors vous parlez débat au sein des enseignants-chercheurs, mais plus généralement, pourquoi est-ce que vous avez souhaité organiser cette soirée? C'est une question difficile quand même. Une question difficile parce que nous avons eu plusieurs raisons qui ont motivé ces choix. La première, c'est tout simplement parce que les groupes d'enseignants-chercheurs que j'ai la chance d'animer ne souhaitent pas rester uniquement sur les domaines qui est la publication d'articles, qui est la publication dans la revue et dans d'autres revues. On souhaite aller au-delà. Et pour aller au-delà et aller vers l'échange, vers la pratique aussi, il faut organiser des événements comme celui qui nous regroupe ce soir. Ça, c'est une première raison. Je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité parce qu'il y en a plein. Mais je tiens aussi peut-être un point qui nous rassemble et qui nous fait aussi discuter lors de nos échanges. C'est plutôt l'effet qu'on ne peut pas faire l'économie de traiter des questions d'actualité. C'est pas possible, puisque ces questions comme celle de ce soir sur les cyber-risques est une question qui a des conséquences dans notre vie professionnelle, je suis sûre. Mais ces conséquences vont au-delà et vont vers notre vie privée. Donc ça concerne non seulement les professionnels, non seulement nos étudiants ou nos partenaires, ça concerne vraiment tout le monde. C'est un point qui nous semble très important. Et si vous me permettez d'évoquer un dernier, je me permettrai de dire que nous souhaitons aussi, et nous croyons tous, que l'échange, la discussion avec des professionnels ne peut qu'enrichir notre recherche. Vous le savez tous, la recherche est aujourd'hui fondamentalement académique, mais on sait aussi qu'une recherche uniquement académique trouve vite ses limites. Donc, raison pour laquelle nous souhaitons aller au-delà et organiser régulièrement, je pense que nous sommes à la première table ronde, comme tu l'as dit Cécile, mais on va aller très au-delà et nous réunir régulièrement avec des professionnels et d'autres collègues enseignants-chercheurs. Alors, une dernière question peut-être, c'est clair que le cyber-risque est un sujet d'actualité, mais il y en a d'autres. Pourquoi cette année choisir le cyber-risque ? Et nous avons choisi ce sujet, je pense que pour 3 raisons majoritairement. La première, parce que nous ne pouvons pas ignorer que c'est un sujet d'actualité sur lequel nous souhaitons absolument intervenir. La presse, les médias parlent, je pense que de manière quotidienne. Je pense que je ne mens pas si j'aborde les sujets comme ça. Les cyber-risques, malgré tout, c'est un risque. Si c'est un risque, l'assurance devrait quand même avoir une petite place, devrait s'en occuper. Et puis, je ne manquerai pas de le souligner, que nous sommes à l'école supérieure d'assurance, donc raison de plus pour traiter cette question avec vous. Merci beaucoup Maria-Béatrice. On se retrouve tout à l'heure, de toute façon, en conclusion. Et moi, je vais demander à nos experts, donc un enseignant-chercheur de l'équipe et puis des experts du monde de l'entreprise de venir me rejoindre. Bonsoir à tous les 4. Merci d'être là pour notre table ronde cyber-risque. Alors, à mes côtés, je le disais, Philippe Collat. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESA. Et vous êtes un spécialiste de l'assurance, mais aussi, on en reparlera, de la transition numérique. Léopold Larios de Pina. Bonjour Léopold. Vous êtes en charge du management des risques du groupe d'audit et conseil Mazars. Cédric Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste financier, spécialiste des pertes d'exploitation chez le courtier en assurance PC. C'est bien ça. À vos côtés, Stéphane Napo, responsable de la sécurité informatique du groupe SEB. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Donc vous le voyez, nous avons à la fois des enseignants-chercheurs, un spécialiste de la gestion des risques, un spécialiste du monde de l'assurance, et puis un représentant, non pas qu'ils ne connaissent pas aussi la gestion des risques et un peu les assurances, mais on va dire plus du monde de la tech. J'aimerais qu'on commence tout simplement par une partie peut-être un peu définition.
parle beaucoup du cyber-risque. On en parle dans les journaux, le rappelait Maria Béatrice. Mais ce serait peut-être pas mal de commencer par une définition un peu en dur. Et je vais me tourner vers le spécialiste technique. C'est quoi, pour vous, un risque cyber, Stéphane ? Alors pour moi, ça veut dire plein de choses, mais le problème, c'est que dans le monde entier, c'est pas une notion qui est forcément stabilisée. Je pense qu'avant de citer les risques cyber, il faut citer l'écosystème autour des risques cyber. Et dans le monde, déjà, il y a les risques d'entreprise. Les risques d'entreprise, ça n'est pas uniquement la combinatoire d'un risque lié à des impacts et une fréquence. Ça, c'est la façon de mesurer les risques. Il faut aujourd'hui parler plus de nature de risque. Donc le risque d'entreprise, il y a une norme ISO, mais il y a rien de stabilisé là-dessus. Il y a d'autres normes et les gens pensent un peu parfois différemment. Et c'est ça le problème. Donc il y a une norme ISO qui nous dit qu'un risque d'entreprise, c'est ce qui dévie l'entreprise de ses objectifs. D'accord, c'est quelque chose qui vous dévie, c'est quelque chose qui vous empêche de faire votre chiffre d'affaires parce qu'il y a eu le feu, parce qu'il y a eu de la concurrence. Ça, c'est le risque d'entreprise. La deuxième sphère de risque importante, c'est les risques informatiques. Risque IT, risque informatique. Les risques informatiques, ce sont les pannes matérielles, les pannes logicielles, les problèmes de licence, éventuellement les sujets, les différends avec des fournisseurs ou l'inadéquation de procédures informatiques. On devait faire une sauvegarde tous les 2 jours et finalement on l'a fait que tous les mois, par exemple. Voilà. La troisième sphère de risque, et nous y arrivons, c'est le risque cyber. Alors le tout premier risque cyber, il est très important, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Ensuite, les risques cyber, on a la chance dans ce pays d'avoir des gens qui normalisent un peu les choses et on a des standards et on a une définition de l'ANSSI que je vous amènerai à lire, qui est très détaillée. Juste l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Voilà. Qui met en ligne énormément de choses, très grand public, pour permettre d'appréhender ce risque cyber. Voilà, c'est notre régulateur de la sécurité. C'est aussi donc une agence qui permet de normaliser, de centraliser les choses et de fournir de l'aide. Donc c'est pas uniquement une agence répressive, c'est aussi une agence qui permet de fédérer, d'aider et d'être levier pour une sécurité plus uniforme. Donc dans les risques cyber, pour faire très court par rapport à la définition, voilà, ce sont les risques qui viennent d'une menace numérique. Une menace numérique qui est le plus souvent intentionnelle, qui peut s'opérer depuis l'extérieur ou l'intérieur de votre entreprise. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut donner les chiffres dans l'ampleur des risques cyber dans le monde. Les risques cyber dans le monde, selon une étude du World Economic Forum en 2020, les risques cyber faisaient partie des 5e risques économiques mondiaux. Voilà. Avec le climat, avec les pandémies que nous connaissons, les risques sociaux, etc. Il faut savoir qu'en France, le climat est plutôt tempéré, toute chose étant quand même positive par ailleurs, les risques sociaux sont un peu moindres, etc. La pandémie gérée avec des systèmes médicaux, etc. Et donc le risque cyber en France a été évalué par l'un de nos grands assureurs, Allianz et d'autres aussi, comme le premier risque économique. Donc vous voyez, le risque d'entreprise, risque informatique et risque cyber, c'est l'écosystème que nous devons prendre en compte, prendre en considération pour piloter correctement des risques cyber, puisque les cyber et l'informatique, c'est un moyen. Alors peut-être un complément, Philippe. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition ? Pas forcément. Comment est-ce que vous si, quand même concevez ? Quand même pas mal. Moi, je compléterai en disant que c'est quand même une atteinte aux données de l'entreprise. Et je pense que c'est aussi une atteinte aux données des particuliers, parce que je pense que là, on n'en parlera peut-être pas beaucoup, mais tout le monde est touché par le cyber-risque, qu'on soit entreprise ou particulier. Ce que je rajouterais aussi, et que ça peut avoir des impacts, cette atteinte aux données, et je dirais à l'intégrité des données. En fait, c'est ça que je trouve important. Et cette intégrité, ça peut être intéressant de voir en quoi elle consiste. C'est soit on vous vole vos données, donc vous n'en disposez plus, soit on vous les abîme, c'est-à-dire on vous en enlève une partie, donc elles deviennent improductives pour l'entreprise, soit en fait elles sont détournées pour des intentions malveillantes sans qu'on s'en rende compte. Enfin, il y a différentes formes d'atteinte à cette intégrité. Et ça, je pense que c'est important parce que du coup, ça amène aussi le fait que le risque cyber, tout le monde le vivra un jour et tout le monde y sera soumis. Mais il est très difficile à détecter, en fait, parce qu'il a un côté insidieux, en fait. On peut être infecté pendant des années, ne pas s'en rendre compte, et tout d'un coup, il y a une explosion, et là, ça devient la catastrophe. Et l'autre chose que je rajouterais, ce qui a été dit, qui était tout à fait complet et pertinent, c'est
Il a un caractère épidémique très très fort, c'est-à-dire en fait comme on est tous interconnectés, il y a une très grande risque que le risque qui touche une entreprise ou une personne puisse se propager très rapidement à beaucoup d'autres éléments du système en fait. On parle beaucoup pandémie en ce moment. C'est clair qu'il peut y avoir un parallèle assez clair entre la pandémie virale qu'on a connue et un risque cyber Oui. D'ailleurs, on parle de pandémique. virus informatique. Tout à fait. Léopold, une réaction sur ce risque pandémique hein? Je rejoins parfaitement Stéphane sur cette idée que la gestion des risques et du risque cyber en particulier impose finalement une prise de connaissance de l'ensemble de l'écosystème qui est l'entreprise. Et effectivement, ça va être cette connaissance et cette identification de ces actifs digitaux qui va constituer une phase importante de cette démarche de protection. Donc ce travail d'identification, et on voit qu'effectivement des réglementations telles que le RGPD par exemple, eh bien, favorisent cette prise de conscience de l'activité Juste digitale. si on dit un point sur la réglementation RGPD, donc le règlement, Sur la protection des données à caractère personnel. qui a combien de temps? On a fêté les 5 ans là récemment? Non, 3 ans, 3 ans, 2018. Non, mais le temps passe vite. D'accord. Mais 3 ans. Ça dit quoi en 2 mots, qu'on comprenne? Et ça nous touche tous directement en fait, ça ou nous indirectement? touche tous. Ça force les organisations à c'est très simple, hein, à tenir un registre de l'ensemble des données à caractère personnel qui sont utilisées dans une organisation. Et finalement, pour moi, depuis plus de 3 ans que je suis impliqué sur ce sujet-là, je suis convaincu que le régulateur force finalement la prise de conscience digitale de l'actif digital. Et pour partir d'un exemple concret qui parle à tout le monde, eh bien, on parle des données qui correspondent à tout le monde. Et finalement, je pense que c'est la première étape. La deuxième étape, ce seront les données plus financières, ce seront peut-être les secrets de fabrique et les répartitions par exemple, vos répartitions de vente par produit. Et en fait, le régulateur force les entreprises à prendre conscience de leur activité digitale. Et donc finalement, on est comme dans le conscient et l'inconscient. On vous impose de devenir conscient de votre actif et donc de qu'est-ce qui peut être intéressant pour l'extérieur et donc susceptible de souffrir d'une cybermenace. Alors, je veux dire, j'allais vous demander peut-être de rentrer un peu dans le détail de quelques cyber-risques qu'on peut citer. Là, tel que tu l'expliques, il y a déjà un risque réglementaire. Déjà, mais ça, c'est qu'une composante. Effectivement, on a vu des entreprises complètement paralysées. Finalement, le premier impact, et donc là on est sur l'impact, c'est de bloquer complètement l'activité d'une entreprise. Et donc ça, c'est vraiment le cauchemar de toute entreprise, de toute organisation. C'est ce qu'on veut absolument éviter à tout prix. Et donc c'est pour ça qu'on a des politiques de backup, si possible, pour justement être en capacité de repartir, même si d'un seul coup, c'est le blackout. Alors, on rentrera dans le détail des moyens techniques et pratiques tout à l'heure pour réduire ce risque. Mais peut-être si on donne quelques exemples. Alors, je ne sais pas si vous en avez préparé, mais un exemple de rançongiciel, puisque une définition et un exemple de rançongiciel, c'est l'une des crises, l'un des éléments qui parfois bloquent l'entreprise. Est-ce que quelqu'un a un petit exemple à nous donner ? Oui, alors sur le rançongiciel, il y en a énormément aujourd'hui. Très concrètement, c'est quoi un rançongiciel ? Très concrètement, c'est un code malveillant, donc une sorte de virus qui peut être introduit par de diverses manières, de plusieurs façons, soit de façon ciblée, soit de façon opportuniste. Opportuniste, et on en envoie plein dans le monde au travers d'emails un petit peu intéressants ou qui vont piquer au vif les gens et qui vont ouvrir un PDF ou un fichier exécutable. Et si votre antivirus n'a pas bloqué cette menace-là, ce qui est très souvent le cas puisque ces petits rançongiciels sont réhabillés, relookés pour ne pas être reconnus par les antivirus facilement, eh ben, à ce moment-là, il va se propager très vite sur votre système d'information. Et entre quelques heures et quelques jours après, il va s'activer. Et lorsqu'il s'active, les données de là où se trouve ce code malveillant, serveur, poste de travail, système de caisse, base de données ou autres qui se trouvent sur des machines, vont être chiffrés.
Chiffré signifie, bon, on dit parfois crypté, mais le vrai terme c'est chiffré, signifie que vous ne pourrez plus les lire. C'est du charabia très hautement chiffré, avec des clés mathématiques, et on ne peut pas renverser ce chiffrement. Et donc là, l'objectif, c'est la cyberextorsion. C'est la prise d'otage. Je vous rendrai vos données, vous aurez accès à votre fichier client ou vos clients à vos fiches produits, si et seulement si vous payez X milliers, centaines de milliers ou millions d'euros aujourd'hui. Voilà. Et donc le rançongiciel a pour objectif de bloquer l'entreprise sur son patrimoine informationnel, donc il est hors d'accès, pour obtenir de l'argent. Voilà. Et c'est très concret, c'est devenu un vrai métier malveillant. Donc il n'y a pas de crise de vocation du côté de la malveillance et de la cybermenace sur la création de ces rançongiciels. Ils se revendent, il y a des supermarchés du cybercrime qui revendent ce code et on peut le relooker pour qu'il ne soit pas reconnu par l'antivirus. Et donc ça s'appelle des attaques 0D et ça fait très très mal dans les entreprises puisque les entreprises ne sont pas préparées et ça fait plusieurs années que les rançongiciels existent et ils continuent de sévir de façon phénoménale. D'accord ? Aujourd'hui, on estime que parmi les cyber-risques, comme on dit toujours, la question, c'est pas est-ce que vous allez subir un cyber-risque ? Et on disait ce serait plutôt quand ? Aujourd'hui, avec les rançongiciels, une entreprise sur 2 dans le monde les a subis. Faiblement ou très fortement, dont des très grandes entreprises. Donc la question, c'est pas est-ce que vous serez attaqué ni quand vous serez attaqué, mais c'est comment vous allez vous en sortir. Et donc la notion de sauvegarde, mais également aussi la notion d'assurance, mais d'assurance bien placée, pas forcément pour payer la rançon, mais peut-être pour se reconstruire et pour ne pas mettre genou à terre trop vite et avoir une campagne pour reconstruire votre réputation, rassurer vos clients et reconstruire vos machines. C'est ça qu'il faut penser. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer ce risque et surtout, il faut s'imaginer qu'est-ce qui se passera si nos données sont hors d'accès. Un point peut-être, Cédric, chez BC, vous avez une vue du marché. Alors, on a dit qu'il y en avait de plus en plus. Concrètement, vous voyez de plus en plus de sinistres liés à des rançongiciels. Ça touche quel type d'entreprise ? On a dit des très grandes, ça touche aussi des petites. Ça touche qui aujourd'hui ? Est-ce qu'on a même à titre personnel un risque d'être concerné ? Ah oui, totalement. Oui, on voit aujourd'hui que les entreprises ne sont plus vraiment ciblées. Hein. On a affaire, alors même si en effet on a encore quelques professionnels de la cybercriminalité qui vont essayer de toucher des entreprises rentables, donc avec de la trésorerie et donc peut-être une probabilité un peu plus importante d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une rançon. Aujourd'hui, on voit des ETI, des PME se retrouver victimes de ransomware et donc devoir gérer des conséquences qui peuvent être désastreuses pour elles. Pareil au niveau individuel, on voit des personnes donc physiques victimes de ce type d'attaque et qui se retrouvent bloquées à tous les niveaux dans leur vie de tous les jours. Alors, on ne va pas passer trop de temps sur les rançongiciels, mais peut-être une réaction. On paye pas. Qu'est-ce qu'on doit faire face à un rançongiciel ? La recommandation, c'est bien entendu de ne pas payer pour ne pas encourager ce phénomène. Ce qu'il faut savoir, si vous avez dans l'idée de payer, c'est que dans 60% des cas, la clé ne marche pas parce que les hackers ne sont pas forcément des multinationales organisées ou en tout cas leur objectif n'est pas d'être certifié ISO sur la qualité et la relation client puisqu'ils ont une relation client assez particulière et donc bien souvent ils n'ont plus la clé ou la clé qu'ils vont vous envoyer ne fonctionne pas. Donc il faut savoir, vous risquez de payer pour rien. Également, on a un cas malheureusement, on a plusieurs cas récents, fin d'année 2020 et début d'année 2021, des grandes entreprises américaines et européennes ont été attaquées, ont payé la rançon et ont retrouvé leurs données, mais une semaine après ont été réattaqués par les mêmes qui leur ont dit « vous ne vous êtes pas protégé suffisamment vite, je rechiffre vos données ». Donc on passe de la rançon au chantage. Voilà. Et donc il ne faut pas croire qu'il y a une relation d'affaires avec ces gens-là. Ne pensez pas que quelqu'un qui n'a pas de SLA avec vous et qui a pour tout diplôme un casier judiciaire, c'est peut-être pas des gens avec qui il faut transiger. Vous avez un autre risque assez bien dans les ransomware, c'est vous pouvez récupérer vos données une fois qu'elles sont déchiffrées, ça arrive quand même, mais en fait elles ont été détériorées, vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Et là vous allez avoir d'énormes problèmes dans la suite. En fait. Et là effectivement ce n'est pas un service après-vente extraordinaire, donc c'est à vous débrouiller avec le système. D'où la solution la plus efficace, c'est pas de payer des rançons, c'est d'investir dans des sauvegardes régulières. Je voudrais juste qu'on parle d'un autre risque aussi dont on entend le terme assez souvent, celui des DOS. Alors, est-ce que l'un de vous
Aidez-vous pour nous définir ce déni de service. D'accord. Alors, je me mouille. DDoS, déni de service distribué. Donc un déni de service, c'est faire en sorte que quelque chose soit coupé, ne fonctionne plus, ou que vos clients ne le voient plus, mettre hors d'accès. Le DDoS, le plus souvent, cible la continuité de vos boutiques en ligne. Et aujourd'hui, après la pandémie, beaucoup de choses sont passées online, on est passé du offline au online. Donc vos boutiques en ligne, lorsqu'on demande à ce qu'on appelle des botnets, donc des réseaux, donc net, réseau, et bots robots, donc des réseaux de robots qui sont par exemple des caméras vidéo ou des thermostats dans les maisons ou un PC mal protégé. Et lorsque vous avez des millions de ces ordinateurs, de ces petits systèmes mal protégés qui se mettent à simplement appeler l'URL, donc l'URL c'est l'adresse internet, l'adresse email, pardon, l'adresse internet d'une banque par exemple, www.mabanque.com, la banque sera hors d'accès des clients et le site web va tomber. D'accord. Et là, l'objectif, et c'est important de dire ça parce qu'on parle souvent de data, l'objectif c'est de bloquer les services de l'entreprise et là aussi d'en retirer le plus souvent de l'argent ou alors une contestation. Donc de s'attaquer à la partie réputationnelle de l'entreprise ou alors d'obtenir une rançon. Et donc il faut savoir qu'on parle souvent de la data dans la cybercriminalité, mais la disponibilité des systèmes est aussi un enjeu. Il y a beaucoup de gens qui ont toutes leurs usines arrêtées et qui n'ont pas perdu un octet de data. D'accord. Donc voilà, donc le déni de services distribués est aussi un fléau parce qu'il est lié de plus en plus à ces devices, à ces petits systèmes. Et vous savez qu'on a les IoT qui se développent par millions. Et Alors, donc on crée un terrain de jeu. IoT, juste un mot sur la définition. Internet of Things, donc les objets connectés. Et ces objets connectés, c'est un modèle économique qui est basé sur la frugalité. Et donc il n'y a pas forcément un disque dur et un antivirus ou de la protection sécurité sur ces objets-là. Et donc ce sont des proies faciles. Et donc on trouve facilement un terrain d'attaque chez les hackers qui viennent prendre chez nous. Alors un point sur lequel je voudrais qu'on creuse un petit peu, le risque cyber, c'est aussi et avant tout, m'avez-vous tous dit, un risque humain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'homme qui se connecte mal ou on a du mal à respecter tous les process que nous imposent nos directeurs de la sécurité informatique ? C'est un facteur humain au sens où, ça a été souligné, les gens sont ignorants de beaucoup de choses. En fait, quand on parlait d'incertain dans le titre de la conférence, l'incertitude est liée aussi au fait qu'il y a une méconnaissance de beaucoup de gens sur qu'est-ce que c'est que cet écosystème, comment ça marche, comment se protéger. Il y a de la naïveté, enfin, les spécialistes ils appellent ça l'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait on est souvent provocateur d'un cyberrisque parce qu'on est trop naïf et qu'on croit tout ce qu'on reçoit ou tout ce qu'on lit. Et donc c'est là, je dirais, c'est les deux grands facteurs humains, enfin c'est les deux grands facteurs qui caractérisent le rôle de l'homme, enfin de l'humain dans le cyberrisque. En fait c'est à la fois une méconnaissance, à la fois de ce que c'est, de comment le prévenir, et aussi une certaine naïveté, en fait. Les deux se parlant. Je permettrais de nuancer un tout petit peu. Personnellement, on se teste chez nous régulièrement et on fait des campagnes justement de faux phishing pour se tester nos collaborateurs. Alors, le phishing, c'est quand on fait une tentative, donc on va essayer de de faire une pêche avec vous et d'utiliser en fait votre naïveté. Et donc vous allez mettre vos mots de passe sur un mauvais site. Et en fait, ils vont utiliser ensuite ces mots de passe pour avoir accès à des vraies informations, les vôtres, et si possible, d'aller détourner ces informations et de tirer parti de ces informations. Personnellement, dans ces cas-là, je suis le premier à me sentir toujours vulnérable. Et en fait, je suis toujours très... je ne me sens pas naïf, mais je connais un tout petit peu ce sujet, mais je me sens toujours vulnérable parce que on peut avoir un mauvais moment où vous êtes en train d'attendre un résultat sur une enquête et vous allez ouvrir ce message parce que ça vous parle et malheureusement, eh bien, c'est juste pas le bon message. Une technique qui marche très très bien, c'est si on vous offre un nouvel iPhone via votre CE, alors ça, vous avez une chance sur deux que ça fonctionne. Et ça, c'est terrible. Et effectivement, c'est là où je trouve que c'est difficile parce qu'il faut réussir à monter le niveau de jeu et de prise de conscience de l'ensemble des équipes. Et même si vous avez des investissements IT de très bon niveau, pour votre organisation, chaque membre de l'organisation doit devenir une partie des remparts.
Et c'est ça qui est difficile à obtenir. C'est vrai qu'on est tous naïfs, hein. C'est pas du tout péjoratif, Bon, on est tous naïfs. Et il y a même des heures pour envoyer des phishing, hein. Il y a juste avant le déjeuner, c'est une bonne heure. 17h30, 18h, c'est une excellente heure parce que les gens, ils doivent partir. Oh, faut que je regarde ça, faut que je regarde ça. Je sais qu'une grande entreprise est tombée parce qu'ils ont reçu un phishing du restaurant d'en face qui proposait un nouveau menu pour la livraison. Oui, oui. Et donc, on clique sur le menu. Également, alors dans le milieu de l'entreprise, il faut quand même savoir on va avoir certains collaborateurs qui vont recevoir parfois 200, 300 emails par jour. Donc déjà, savoir filtrer et prendre le temps de savoir à quoi on a affaire, ça peut parfois être compliqué. On voit très souvent, en tout cas on entend nos clients parler de soi-disant emails qu'ils vont recevoir du dirigeant de l'entreprise avec une demande d'information urgente et bien entendu confidentielle, avec en plus un email qui paraît tout à fait, à première vue, tout à fait authentique. Et beaucoup de gens se laissent prendre par ce type de situation où, en plus, voilà, il y a la pression de la vie de tous les jours, de la vie professionnelle, qui fait que c'est très, très difficile de lutter contre ça. Stéphane, un complément ? Alors, on a entendu fatalité, humain égale un risque, il faut s'entraîner. Moi, je suis RSSI, mais je suis né quand même optimiste. Donc, je pense très sincèrement, après 26 ans autour de la sécurité, que l'humain n'est pas qu'un fauteur de troubles ou un vecteur de menaces. L'humain peut être un facteur de sécurité. Tout d'abord, si dans votre entreprise, les équipes pensent que c'est les 10 ou les 200 personnes de l'équipe sécurité parmi 30 000 ou 40 000 collaborateurs ou moins dans une petite entreprise, mais ce n'est pas le bureau sécurité qui fait la sécurité de l'entreprise, c'est tout un chacun, c'est l'affaire de tous. Alors, il ne faut pas que ça s'arrête là, il ne faut pas que ça s'arrête à l'awareness. Je pense que l'éducation a toujours été un levier de création de valeur. C'est vrai si on a des diplômes, c'est vrai pour l'entreprise, etc. C'est vrai aussi pour la cybersécurité. Et si on regarde à l'école ce qu'on apprend sur l'éducation cyber, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et voilà, donc ce sont des réflexes qui sont importants et il y a un bénéfice pour le collaborateur à acquérir ces réflexes puisque nous avons des composants informatiques en entreprise, mais nous en avons énormément à la maison. Et savoir se protéger en entreprise, c'est savoir se protéger à la maison. Alors quand on oblige les collaborateurs à se protéger en entreprise, ça peut être un poncif, ça peut être plus ou moins bien suivi, etc. On voit les campagnes anti-phishing, on arrive à baisser dans le meilleur des cas à 5% de gens qui cliquent sur les bombes. Voilà. Et puis le trimestre d'après, on remonte à 28%. L'humain est inconstant, il faut l'accepter. Mais si on s'amuse en entreprise à cibler les gens pour leur apprendre des choses dans leur sphère personnelle, alors là, il y a un effet parmentier, comme pour la pomme de terre, et ils vont l'emmener du côté entreprise. Et donc ça, c'est important. Mais je crois beaucoup que c'est un sujet d'éducation et qu'il ne faut pas considérer tout le temps l'utilisateur informatique comme quelqu'un d'embêtant et de délinquant. Si vous avez un département informatique qui fait 12 personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, et que vous avez, je ne sais pas, 30 000 collaborateurs, vous pouvez avoir une armée de 30 000 personnes pour le cyber. Et des 30 000 personnes qui font attention à des choses, c'est moins d'incidents. Donc c'est important. On a parlé awareness et formation. Il y a encore beaucoup d'idées fausses qui circulent sur le cyber. Alors, vous m'en aviez cité quelques-unes. C'est vrai que tout à l'heure, Stéphane, tu disais que le hacker avait cédé la place à une organisation très, très structurée. Qu'est-ce qu'il y a encore comme idées fausses sur lesquelles il faut se battre ? Les premières idées, c'est, comme je l'ai dit au début, de penser que ce risque n'existe pas. Voilà. Beaucoup de gens qui n'ont pas été attaqués pensent qu'ils ne le seront pas. Pour moi, à une échelle de 5 ans, quasiment toutes les entreprises ont une probabilité presque certaine d'être attaquées. Donc ça, c'est très important. Alors ça vient de quoi ? Les mythes, on les crée soi-même parfois parce qu'on a l'habitude de donner la météo la plus fiable. Et la météo la plus fiable, c'est celle de la semaine dernière. Alors ça fait sourire. Mais dans une salle de COMEX, les chiffres qu'on va remontrer, c'est les chiffres des 3 derniers mois et des 2 dernières années. Alors que l'approche qu'il faut avoir en cybersécurité, c'est regarder les risques qui sont devant la voiture. D'accord ? Et les assureurs le savent bien, les risques sont à venir. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc aujourd'hui, il faut avoir des approches par scénario. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les gens qui nous attaquent, c'est pas toujours un adolescent de 17 ans et demi qui a un PC, etc. Certes, ça existe encore, mais il faut savoir que pour le crime organisé, c'est beaucoup plus facile d'avoir
cybercriminels de génie que vous payez $1 million chacun, plutôt que d'avoir une centaine de personnes mafieuses qui sont dans la rue avec un revolver et qui sont en plus violentes et qui un jour vont vouloir piquer votre poste en vous faisant disparaître. Donc cette économie-là a changé, elle a réussi sa transition numérique là où nous n'avons pas réussi. Ça ne signifie pas qu'ils sont meilleurs. Ça signifie que pour une entreprise, le budget sécurité et le budget informatique, c'est une partie des investissements. Une entreprise, son souhait, c'est de gagner de l'argent avec son métier, avec ses produits, avec son savoir-faire. Le cybercrime, son souhait, c'est de prendre l'argent des entreprises. Et donc pour eux, si je prends des termes anglais, pardonnez-moi, pour eux, c'est du make money. Pour nous, c'est du save money. Et donc on ne parle pas des mêmes budgets. Et c'est pour ça que cette économie a fini sa transition numérique. Et souvent, on pense à l'adolescent de 17, 18 ans qui va attaquer avec des moyens, ou une personne, un pays sous-développé qui va faire... Non, il y a des pays très très organisés qui ont des écosystèmes avec des entreprises cybercriminelles de centaines de personnes et parfois beaucoup plus. Je me permettrai aussi de rajouter juste un point sur ce sujet-là. Il faut quand même savoir aujourd'hui qu'on a affaire donc, à des bandes organisées avec des budgets R&D qui sont dédiés au développement de nouvelles techniques de cybercriminalité. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils vont bien entendu être capables d'obtenir des rançons, etc., une partie de ces fonds vont être orientés vers de nouvelles techniques de cybercriminalité. Donc c'est leur fonds de commerce, il faut bien le comprendre. Non seulement ils ont fait leur transition digitale, mais en plus ils font de la recherche et développement à fond. Et donc ils ont, alors on reviendra là-dessus, mais ils peuvent souvent avoir un wagon d'avance sur nous. C'est ça. Ils en ont déjà un, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Suivez ce qu'on doit faire. Nous, aujourd'hui, la sécurité, c'est by design. On doit faire la sécurité depuis la conception. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont déjà sur ces attaques qu'on appelle supply chain. Vous avez peut-être entendu parler de l'attaque SolarWind. Donc c'était une attaque qui consistait à rentrer dans le code, dans le développement, dans le code, dans la conception d'un produit. Tant qu'à faire d'un produit très utilisé dans le monde pour surveiller les réseaux. Les réseaux, on est partout et on est assez silencieux. Et du coup, ils ont vu le code secret, donc l'intimité de Microsoft. D'accord? Alors oui, pas de données volées, pas de code volé, mais ils ont vu des choses et ils savent les analyser. Ils ont la puissance de frappe pour avoir des ingénieurs pour ça qui sont rémunérés. Et donc, ils trouvent de plus en plus des vulnérabilités de ces grandes applications mondiales. Donc, il faut savoir, prenez ce que vous devez faire dans une entreprise et imaginez-vous que l'adversaire en face, l'assaillant, l'offense, a toujours un cran d'avance sur la défense. Stéphane parlait de scénario, je trouve ça intéressant parce que si le cyberiste se matérialise et donc réussit, il n'y a pas que le cyberattaquant qui est un peu le héros du film qui est en cause, là, parce que c'est quand même très multicausal, multifactoriel un cyberiste. Il y a, je dirais, ce dont on parlait sur les facteurs humains dans l'entreprise, il y a des facteurs qu'on néglige qui sont en fait des phénomènes naturels d'alimentation électrique toute bête qui vont impacter ou qui vont créer un effet favorable, un environnement favorable. Il y a le fait que les opérateurs de télécom ne monitorent pas toujours très très bien leur réseau et la surveillance de leur réseau, qui sont en fait des maillons faibles. On l'a vu très récemment, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui sont un peu des maillons faibles aussi là-dedans. On a parlé de l'Internet des objets, donc les objets connectés où il y a très peu de normes. Du coup, ça donne des facteurs de risque. Donc c'est quand même très multimodal. Alors on donne beaucoup d'importance à la cybercriminalité. Qui est quand même, je dirais, une cause première, mais il y a beaucoup d'autres causes qui viennent jouer en fait et qui vont amplifier le phénomène. Vous parliez des 5 I de ce risque, peut-être aussi. C'est oui, intéressant. Oui. C'est un concept qui n'est pas très récent, mais c'est intéressant de revenir dessus. C'était Aon qui avait créé ça, oui, qui dit c'est un risque. Alors, le premier I, c'est incertain, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas. En fait, il faut prendre incertain en disant il ne l'est pas, ça va vous arriver un jour dans la vie. Il est invisible, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, s'il n'y a pas des experts ou des gens très très compétents pour aller le détecter, on ne le voit pas. Je crois qu'il y a une étude qui disait qu'il faut 9 mois en moyenne pour se rendre compte qu'on est rentré chez vous. Je parle sous les... Il est insidieux parce que, c'est ce que je disais, il peut rester tapis. Il peut y avoir des logiciels, des virus qui restent tapis dans l'ombre pendant des années, des fois. Et donc, les gens qui les ont introduits n'existent parfois même plus. Vous avez l'aspect international qui traduisait l'aspect épidémique, c'est-à-dire la virulence qu'un cyberrisque peut avoir. Et puis, il y avait le 5e I, c'était intentionnel, sur lequel, justement, moi, je mettais un bémol en disant, oui, des fois, il y a une intention malhonnête, mais il n'y a pas que ça, en tout cas, il faut le prendre en compte. Alors, en face de ce risque, je me tourne vers vous, Cédric, les entreprises, alors on a compris que certaines grandes entreprises sont vigilantes et conscientes,
il y a des centaines de milliers d'entreprises en France, de taille conséquente. Est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce qu'elles ont pris la mesure? Est-ce qu'elles viennent vous voir, vous courtiers, pour réfléchir à ce risque-là? Ou est-ce que la prise de conscience, je sais que vous aviez fait une étude il y a quelques années, où est-ce qu'on en est de la prise de conscience dans l'entreprise, y compris on va dire la PME Je pense qu'on peut un peu catégoriser. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. On a en effet des entreprises, et notamment ceux où le contenu technologique est important, qui comprennent la menace et très souvent ont mis des mesures en place pour essayer de gérer le risque au mieux. Par contre, on a encore tout un pan de l'économie, notamment en France, qui a encore du mal, qui sait que le risque est là, mais qui ne l'a pas forcément bien interprété. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément quel serait l'impact sur comment ce risque va se matérialiser, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'exploitation de l'entreprise, comment est-ce qu'on va régler également la crise. Toutes ces questions-là restent un peu en suspens, et on a encore une vision très classique de la panne informatique, on va dire, où on pense que le risque principal, c'est l'incendie dans la salle des serveurs. Donc toute cette partie-là de l'économie, très souvent je dirais des entreprises de taille peut-être un peu plus modeste, n'a pas conscience, et pas parce qu'elles ne veulent pas prendre conscience, c'est que parfois également l'information n'est pas forcément facilement disponible. On n'a pas affaire à des experts qui puissent aider ces entreprises facilement dans des budgets également, qui leur permettent de mettre des choses en place, de mettre ce qu'on appelle un peu, on parlait tout à l'heure j'imagine, de la cyber-résilience en place. Donc ça c'est un problème de compétences internes? C'est un problème non, c'est simplement que le risque est nouveau, il est relativement nouveau, que les informaticiens dans ces entreprises ont géré des risques, je dirais, un peu plus classiques, qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, avec des budgets plus ou moins développés, et qu'aujourd'hui on les met en face d'une nouvelle réalité. Et cette réalité, elles ne savent pas toujours, je dirais, les maîtriser de manière optimale. D'un point de vue assurance, donc une des solutions, bien entendu, pour gérer ce risque, oui, on a encore des entreprises qui aujourd'hui ont du mal à comprendre pourquoi ils devraient mettre en place une assurance cyber. Alors, ça arrive de moins en moins souvent, mais Juste un rappel très basique, oui. Le risque cyber n'est pas couvert par les contrats classiques. Non, il y a certains contrats, notamment lorsque, par exemple, il va y avoir une perte d'exploitation derrière, donc un risque cyber qui va amener une perte d'exploitation. Là, en effet, on a encore quelques contrats en France qui peuvent réagir à cette situation. Ce sont des vieux contrats. Parce qu'il y a une perte d'exploitation. Il y a, par exemple, une turbine qui va surchauffer, qui va créer un incendie. La turbine aura surchauffé parce qu'il y a eu attaque cyber, il y a eu des datas, des données qui ont été compromises. Ça crée un incident matériel. À ce moment-là, certains contrats d'assurance peuvent encore réagir. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen de se préserver d'un préjudice type cyber, c'est en effet d'avoir une police d'assurance dite cyber qui est totalement customisée pour ce type de risque. Alors, on reviendra sur l'offre et peut-être le manque d'offres aujourd'hui sur l'assurance. Mais je voudrais qu'on reprenne peut-être plus globalement la réponse que les entreprises peuvent avoir face à ce risque. C'est clair qu'il y a un volet technique, il va y avoir un volet gestion des risques, un volet assurantiel. Alors, comme vous avez chacun des casquettes un peu différentes, si je vous demande à chacun vos 2-3 principaux conseils, je pense que ça peut nous permettre d'avoir une bonne couverture de ce qu'on doit faire concrètement dans une entreprise. Alors, on va dire une entreprise de taille moyenne, voilà, où il y a des choses à faire à court terme assez accessibles. Peut-être Stéphane, en commençant par le volet le plus technique, j'ai envie de dire. Quels seraient tes 3 conseils ? Mes 3 conseils sur le volet technique, c'est de réduire la surface d'attaque. Les risques ne viennent pas uniquement de l'assaillant, ils viennent de la surface d'attaque que l'on lui expose, que l'on lui procure. Donc la surface d'attaque, elle est aujourd'hui très suivie par les réglementations, parce qu'il y a un vrai risque réglementaire. Donc ça motive les gens, puisqu'on préfère payer les travaux plutôt que l'amende. Mais il y a des risques liés à l'innovation. Vous créez quelque chose de nouveau, vous le maîtrisez peut-être pas bien. Voilà. Cette innovation ou pas, parfois, crée des risques liés à l'apport de nouvelles technologies.
vous mettez une nouvelle version de quelque chose, elle est peut-être pas mature mondialement, ou alors elle est mature mondialement, mais vous ne la maîtrisez pas. Mais ça, dans l'entreprise, tu vas pas te faire aimer si tu dis qu'il faut arrêter l'innovation parce qu'on prend des risques. Alors, il ne faut pas arrêter l'innovation, et je suis très supportif de ça. Je n'aime pas être le RSSI du non, mais le RSSI du oui à tout va ou le RSSI absent, ça fonctionne pas non plus. Donc, il faut accompagner l'innovation pour tester les choses. Il y a une très bonne question là qui vient d'être posée. Est-ce que les DSI utilisent des hackers de type white hat? Donc, des hackers de type white hat, ce sont des experts et pas de réelles personnes malveillantes, qui vont. C'est le gentil hacker. C'est le gentil hacker qui va tester en mode hacker depuis l'extérieur, depuis l'internet, et faire la surprise à votre innovation ou à votre système en production pour savoir comment il se comporte en mode attaque. Mais l'attaque n'ira pas jusqu'au bout à vous mettre à plat et à vous demander une rançon. C'est ce qu'on appelle les pentest aussi? Alors, le pentest est un peu différent parce qu'il y a plusieurs types de pentest. Il y a le pentest historique où on déroule une série de tests. C'est un test de pénétration, une tentative de pénétration dans le système de l'entreprise. Et le pentest se fait souvent avec une sonde qui déroule un tas de tests en général de niveau web, donc de niveau internet. Le white hat hacker va plutôt procéder avec des mélanges d'outils technologiques, mais parfois d'ingénierie sociale. Il manque un mot de passe. Bonjour, c'est la société de support. On a un problème pour entrer pour votre système de vidéosurveillance. Pourriez-vous nous donner le mot de passe? Et si la personne est assez convaincante et appelle 2-3 fois espacé d'une semaine, au bout d'un moment, ça marche. Voilà, l'ingénierie sociale fonctionne et donc on va aller un cran plus loin. Et ce mode white hat est très efficace. Donc la réponse à la sécurisation de l'innovation, c'est de la mettre, de l'éprouver en mode attaque, mais avec des gentils hackers, avec des experts. Et aujourd'hui, on a des savoir-faire particulièrement bons en France là-dessus pour mettre à l'épreuve avec parfois des communautés de 500 hackers qui vont toucher une prime, d'accord, on appelle ça le bug bounty, donc ils vont toucher une prime si ils sont les premiers à trouver la vulnérabilité. Donc je vous conseille de faire un test historique avant, sinon vous allez payer très cher parce que vous aurez beaucoup de trous dans la raquette, mais une fois que vous avez fait votre pen test un peu historique, vous mettez ça en mode mise à l'épreuve par les hackers, bug bounty, white hat, et c'est très efficace. Mais pour continuer sur les risques réglementaires, votre innovation, l'apport de nouvelles technologies, l'obsolescence. L'obsolescence, elle est souvent très très apprécié dans les comptes d'exploitation parce que oui, ça coûte rien. Ça coûte moins cher et les amortissements vont plus loin, etc. Donc on est très content. La contrepartie, qui peut être cuisante, c'est qu'on va avoir des systèmes dont la sécurité va se déprécier, qui vont être parfois non supportés ou alors très anciens et sur lesquels on n'a plus la main, où les personnes sont parties. Et donc lorsque vous n'avez plus la compétence ou que vous n'avez plus un support éditeur ou des mises à jour, votre système devient une cible facile et les hackers sont friands, ils détectent ces systèmes dépréciés, vulnérables et ils les attaquent. Donc attention, nous créons des opportunités d'attaque pour le hacker et nous lui déroulons parfois un tapis rouge pour le cybercrime. L'obsolescence en fait partie, mais je pourrais citer aussi la gestion des habilitations. Les gens qui quittent l'entreprise, on les révoque parfois dans son Active Directory croyant que tout tombe. Et puis il y a 3, 4, 5 applications majeures de l'entreprise qui ne sont pas liées à l'Active Directory. Et puis elles sont en ce qu'on appelle en SaaS, dans le cloud, enfin dehors. Et donc le collaborateur parti, s'il veut donner ça à quelqu'un pour attaquer ou si lui est un peu aigri, il peut rentrer et faire des choses pas bien. Donc, il y a beaucoup de sujets comme ça. L'hygiène informatique permet de ne pas attraper des maladies. Voilà, c'est l'image qu'il faut garder. Si on se déplace sur la gestion des risques, qu'est-ce que toi, tu recommandes de façon plus globale? Comment est-ce que, en tant que directeur des risques, tu vas appréhender? Tu as parlé formation tout à l'heure, sensibilisation. Oui, mais ensuite. En fait, le point, c'est ce sujet, et on l'a vu autour des échanges ce soir, ce sujet, il doit être abordé avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça veut dire avec effectivement les équipes RH, avec effectivement les services généraux. Parce que si on rentre dans votre entreprise comme dans un moulin, ça ne sert pas à grand-chose de mettre en place une super cybersécurité. Ça sera peut-être tout aussi simple de rentrer et d'aller se connecter directement. C'est gênant aussi. Ça va être l'ensemble en fait, de la sécurité physique, donc autour des installations, des entreprises. Et moi, je crois vraiment dans cette transversalité. Et la capacité, finalement, c'est ça que j'aimerais partager avec vous, c'est que, on le voit bien dans le risk management, c'est la capacité de l'organisation à analyser ses risques, à traiter ses risques, à partager autour des risques, finalement, dont le risque cyber, va permettre à l'ensemble des équipes de faire corps et déjà d'appeler les choses de la bonne manière.
Et je crois que les anglo-saxons parlent de naming, mais rien que de savoir ce que c'est qu'une cyberattaque et de bien appeler la même chose au même moment, ceci est une cyberattaque, ça peut déjà faire gagner du temps au moment où il va falloir réagir en cas de grosse attaque. Et donc cette transversalité, le fait de réunir les équipes et de réunir les parties prenantes et d'éviter finalement l'isolement ou le silo ou c'est la croix du RSSI. On peut aller jusqu'au mot gouvernance ? Oui, la gouvernance... du risque cyber. Est-ce qu'il faut penser une gouvernance du risque cyber ? En tout cas, il faut que ça soit intégré dans l'ensemble de la gouvernance de l'organisation. En tout cas, moi, je suis favorable que ça soit la même gouvernance mais qui va traiter des sujets comme la stratégie des investissements futurs et aussi la sécurité informatique. Et finalement, les deux doivent se faire souvent ensemble puisqu'il va falloir aligner la protection IT par rapport à quels sont les objectifs. Et effectivement, si on cherche à être tout digital demain, eh bien, autant faire des bons investissements en sécurité informatique, ça évitera quelques déboires. Je me permets de rajouter quelque chose sur ce point qui est très très important. Être capable d'impliquer l'ensemble des fonctions d'une entreprise pour comprendre le risque. Ce qui est assez intéressant, notamment dans une entreprise d'une certaine taille, par exemple avec des activités internationales ou plusieurs filiales, c'est que très souvent on s'aperçoit que les collaborateurs savent ce à quoi l'informatique sert. Par contre, on a de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passerait si l'informatique n'est plus disponible. C'est-à-dire que ça a pris tellement de place dans notre vie professionnelle qu'aujourd'hui, s'imaginer une vie en mode dégradé, en n'ayant pas forcément les mêmes capacités informatiques, c'est très compliqué. Et je pense que justement d'impliquer l'ensemble des fonctions, on a parlé des ressources humaines, mais j'irai plus loin, les opérationnels, les commerciaux, la partie finance, nous permet vraiment de remettre un peu, je dirais, toutes ces fonctions au centre de l'activité de l'entreprise et de comprendre ce qu'on serait capable de faire ou ce qui est besoin d'être fait en situation d'indisponibilité des systèmes informatiques. Et ça, c'est important parce qu'on a perdu l'habitude de ne plus savoir fonctionner sans... Le retour au papier a été violent, notamment dans des groupes comme... Saint-Gobain, merci. Ils ont officialisé, après l'attaque, leur retour au papier qui a été très très difficile, enfin, on l'imagine. Ils ont perdu 280 millions d'euros de chiffre d'affaires et 80 millions d'euros de résultats. Et c'était pourtant la meilleure année de la construction immobilière à ce moment-là, 2017. Donc, Philippe, peut-être vos conseils. Alors moi, sur la formation, parce que je pense que c'est très important. Alors moi, j'ai un leitmotiv, j'appelle ça PAS. Je pense qu'il faut former les gens peu, mais sur des points précis, de manière adaptée, parce que souvent, on néglige certains secteurs d'activité. Il y a par exemple un cybersinistre qui est très connu, c'est Target, c'est une espèce de gros carrefour américain, où en fait les gens sont rentrés parce qu'ils ont demandé à la personne qui gérait la clim, en fait le contrôle de la clim dans les magasins, de donner le mot de passe. Et en fait, en donnant le mot de passe, ils ont eu accès à des tas de choses. Donc il faut adapter les formations aux fonctions et aux rôles que les gens exercent. Et par contre, je pense qu'il faut le faire souvent. C'est pour ça que ça va avec peu, il faut peut-être dire peu de choses, mais souvent, parce que les choses évoluent, parce que les cyberattaques évoluent, parce que la technologie évolue. Donc il ne faut pas se contenter de faire une action de formation tout azimut une fois, ce n'est pas suffisant. Sur l'hygiène informatique, moi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, et il faut sensibiliser les gens, parce que c'est ce que le bureau Veritas appelle le databerg, c'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'il y a des tas de données en fait, qui ne servent à rien dans les entreprises. Il y en a la moitié à peu près en évaluation qui ne servent à rien. Donc c'est pas la peine de les protéger. Donc c'est pas la peine non seulement c'est pas la peine de les protéger, c'est pas la peine de les garder. Et c'est un facteur de risque parce qu'en fait elles peuvent servir en fait à introduire des choses malveillantes en fait. Donc il faut faire le ménage. Oui, il faut avoir une hygiène informatique très 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 stricte. Et pour moi ça fait partie de la formation. Et pour les patrons d'entreprise, moi je pense qu'il faut les former à comprendre qu'il faut avoir une stratégie de cyberdéfense. Je pense qu'il va falloir se mettre dans la tête que c'est quelque chose qui est devenu tellement important et grave qu'il faut être sensibilisé à ce que c'est que d'avoir une cyberdéfense. Alors dans vos premiers conseils, j'attendais aussi, puisqu'on est tous d'accord pour dire que le risque, on le vit, tout le monde va y faire face, je pensais que vous alliez me parler plan de continuité d'activité, PRA, PCA, tout ça. Alors, est-ce que c'est important ou...
C'est important. C'est important. Les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'exploitation font partie quelque part de la gestion de crise. Elles permettent de protéger les parts de marché. Elles permettent un peu de protéger la réputation de l'entreprise lorsqu'elle est attaquée. Par contre, on sait également que sur certaines activités, je dirais les possibilités de mettre en place de la continuité d'activité, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que la technologie, c'est l'activité même de l'entreprise et que parfois on ne peut pas faire sans l'informatique, sans la technologie. Donc oui, ça fait partie des solutions à mettre en place. Mais par contre, moi, ce que je dis toujours à nos clients, c'est attention, les plans de continuité d'activité, ça peut fonctionner, mais essayons d'abord d'identifier si votre manière de fonctionner permet d'avoir des plans de continuité d'activité efficaces. Alors, je voulais revenir au point crucial, on tourne autour depuis le début, de l'assurance. On a vu qu'il fallait une assurance spécifique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la fois de la couverture des entreprises? Est-ce que les entreprises sont correctement couvertes? Je crois que vous avez fait une étude, peut-être Léopold, une étude de l'AMRAE. Oui, au niveau de l'Association des risques managers français, à l'AMRAE, on a mené une étude grâce à l'aide de 9 courtiers qui permet de mettre en regard, finalement, on a réuni plus de 1800, les datas de plus de 1800 entreprises. Ce qu'il faut retenir, c'est 2 choses, principalement. La première, le marché de l'assurance, en termes de primes, aujourd'hui en France, c'est à peu près 137 millions d'euros en 2020. C'était moins de 80 millions en 2019, donc il y a plus 38%. Donc en soi, on peut se dire c'est plutôt bien. L'autre face de la médaille, ce sont les sinistres. La sinistralité semblait à peu près sous contrôle en 2019. En revanche, en 2020, la sinistralité, a été multipliée par 3 et on est passé de 70 à 210 millions d'euros. Et donc là, on voit que le marché du coup est complètement déficitaire au niveau de l'assurance cyber en France, ce qui pose un vrai problème de continuité des acteurs de l'assurance dans cette industrie. Si vous avez des acteurs qui ont peur et qui ne connaissent pas bien le risque, ils peuvent se faire très peur. Et donc du coup, une fois qu'ils ont eu chaud, le mauvais chasseur, il va tout de suite dire on lève le stylo et on arrête de souscrire. Ce qui est pas une bonne idée, parce qu'en réalité, les entreprises qui ont subi le choc cyber à ce moment-là, elles, non seulement elles ont compris à quoi ça servait l'assurance cyber, ça fait déjà 20 ans que vous cherchez à leur vendre, et maintenant, là, ils sont fins, ils ont envie d'en acheter et peut-être encore d'en acheter plus. Et c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est qu'actuellement, on a un marché qui, au contraire, se cristallise et se raréfie, alors que l'appétence et l'appétit est bien plus fort. Donc, on a ça. On a un constat qui est les grandes entreprises, et ce qui est amusant, c'est que lorsque je mettais en place, moi, les premiers contrats d'assurance cyber internationaux en 2013, on était moins de 20% des grandes entreprises à acheter ce genre de garantie. Aujourd'hui, on voit que les grandes entreprises de plus d'1,5 milliard, elles sont couvertes à plus de 85%. Donc là, le taux d'équipement est bon. En revanche, quand on prend la division des ETI, donc les entreprises quand même de 50 millions à 1,5 milliard, elles, on descend en dessous de 8%. Et donc là, on voit qu'il y a 92% des ETI qui ne sont pas couvertes. Et puis, je ne parlerai pas des PME, où là, on est dans le désert de Gobi. Et donc, c'est ça qui est important. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça ne sert... Enfin, c'est bien les grandes entreprises bien protégées, bien assurées, mais tout le panel et tout l'écosystème des sous-traitants fait qu'elles ont besoin, ces grandes entreprises, des entreprises qui sont en dessous. Et donc, c'est absolument indispensable que ce soit tout l'écosystème et toute l'économie française qui s'améliore là-dessus. Alors, Cédric, une réaction, est-ce que ça veut dire que les assureurs ne sont pas à la hauteur ? Alors, les assureurs, aujourd'hui, ont tendance, en effet... Alors, il y a quand même certains signes, je dirais, positifs, puisque on voit quand même des assureurs qui montent en compétences. Concrètement, il y avait encore, je dirais, il y a 1-2 ans, lorsque on présentait un dossier à un assureur ou un panel d'assureurs pour lui expliquer le risque, on ne sentait pas forcément des questions très ciblées et une très forte connaissance de ce qu'est un risque cyber. C'est en train de changer. C'est qu'on s'aperçoit que les assureurs s'équipent, montent en compétence sur ce sujet et commencent à mieux le maîtriser. Par contre, ce que ça veut également dire, puisqu'en effet, il y a un problème de rentabilité sur cette ligne d'assurance,
c'est qu'ils vont, on s'aperçoit quand même une rétractation des capacités qu'ils sont capables de mettre en place, des garanties de plus en plus restreintes, notamment avec des franchises qui sont de plus en plus hautes. En plus, alors je rajouterai également un point sur ce sujet-là, c'est qu'on est aujourd'hui dans un marché de l'assurance dure, sur toutes les lignes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement que le cyber, c'est vrai, sur l'ensemble des lignes d'assurance. Donc forcément, les assureurs aujourd'hui n'ont pas un gros appétit au risque. Encore moins pour un risque relativement nouveau, et comme ça vient d'être cité, avec, je dirais, des ratios de rentabilité, hein, ce qu'on appelle des ratios combinés, qui sont quand même très très élevés dans le mauvais sens. Donc aujourd'hui, lorsqu'un assureur va regarder un nouveau dossier, ce qu'il voudra, c'est comprendre le niveau de résilience de l'entreprise, comprendre ce qui a été mis en place, pour ensuite prendre une décision si oui ou non il va décider de souscrire ou pas. Philippe, vous voulez réagir? Oui, alors parce que c'est certain que la rentabilité n'est pas bonne et la rentabilité ne veut pas s'améliorer. Maintenant, je pense que les assureurs doivent prendre conscience qu'on était dans un risque, je dirais comme un risque d'entreprise, genre RC ou terme d'exploitation, alors qu'en fait, ça devient un risque de masse, comme l'assurance automobile, hein, quasiment. Donc je pense qu'il va falloir appréhender la façon dont on assure ce type de risque de manière différente. Je sais que le Sénat américain est en train de regarder si c'est pertinent de rendre l'assurance cyber obligatoire, y compris au niveau des particuliers. Donc je ne sais pas, ils en sont dans leurs travaux, mais on voit que ce n'est pas une idée folle. Et il y a une autre chose auquel les assureurs doivent réfléchir, c'est le mix des garanties qu'il faut offrir en fait. Parce que quand on est face à un cyber-risque, bon, on a besoin d'indemnisation classique, de recevoir une somme d'argent de dédommagement, mais ce qui est plus important, c'est d'avoir l'assistance quand ça intervient, d'avoir de l'assistance avant que ça survienne, donc c'est-à-dire que l'assurant devient un préventionniste, en fait il fait de la prévention. Donc il y a un mix de garanties là, sur lesquelles, à mon sens, je ne suis pas critique parce qu'on balbutie, mais les assureurs ne sont pas encore tout à fait clairs. C'est aussi une évolution du métier d'assureur. C'est aussi une évolution du métier, puis une évolution du risque, en fait, qui brutalement est devenu un risque de masse. Hein, je veux dire, enfin, les chiffres sont... Il est à la fois de masse et systémique. Enfin, J'avais juste une remarque sur la partie assurance obligatoire. En tant qu'entreprise, et l'association des risk managers est plutôt opposée à cette approche. Principalement quand on regarde l'assurance automobile en France. Elle est obligatoire et 20% des automobilistes n'ont pas d'assurance. Donc on voit que ce n'est pas ça la bonne réponse. En revanche, c'est sans doute sur la partie prévention et la partie protection. Et c'est là où on considère, nous, c'est plutôt la partie vraiment gestion du risque et traitement du risque qui doit être favorisée. Et donc on est plutôt favorable à ce genre d'approche. Pour que chacun paye à la hauteur de ce qu'il a mis en place. Et de son risque, exactement. Si on embauche, si on se donne la peine d'aller chercher le meilleur RSSI, d'aller chercher, d'investir massivement dans des outils informatiques nombreux et d'avoir les bonnes équipes en face pour utiliser chacun de ces outils, c'est normal que son contrat d'assurance soit un peu plus attractif que celui qui s'en moque et qui dit moi ça m'intéresse pas. Là on revient peut-être au problème de compétence, c'est-à-dire est-ce que les assureurs ont aujourd'hui le temps et les moyens de regarder en détail ce que vous faites? Moi, ce que je m'aperçois qu'en effet les questions sont de plus en plus précises, qu'on a des questions avec des gens en plus en face de nous, donc chez des compagnies qui semblent mieux maîtriser les risques. Par contre, en effet, il faut quand même se dire une chose, c'est que le risque cyber est complexe, il n'est pas facile à maîtriser, que des décisions de souscription peuvent parfois se prendre assez rapidement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les assureurs rentrent assez dans le détail? Probablement pas. En tout cas, sur chaque compte individuel, probablement pas. Il y a une question là tout à fait dans la continuité. N'est-ce pas dangereux pour les assureurs d'aller sur ce marché du cyber-risque? Comme vous l'avez signifié, il n'existe pas vraiment d'aléa. Aussi, il y a quand même un aléa. Principe fondateur pour une certaine rentabilité en assurance, car toutes les entreprises seront concernées par ces cyberattaques un jour ou l'autre. En assurance décès, il n'y a pas d'aléa non plus. Hein. Quand vous souscrivez une assurance décès, vous savez que vous allez mourir, mais vous ne savez pas quand. C'est encore plus indiscutable. Par contre, en assurance vie, on a quelque chose d'important. On a des tables de mortalité qui permettent en fait de paramétrer le risque et de le tarifer correctement, ce dont on ne dispose pas actuellement sur le cyber-risque en fait. Donc dire qu'il n'y a pas d'aléa, là, je nuancerais quand même. Je pense que, moi, je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. Hein. Les assureurs ne peuvent pas aujourd'hui. Ça serait une erreur de se retirer de l'assurance cyber. Pourquoi? Parce que
Encore une fois, on a affaire à un monde interconnecté, on a affaire à un risque cyber qui, d'une manière ou d'une autre, va en effet impacter le marché du dommage aux biens, de la perte d'exploitation, de la responsabilité civile. Simplement se dire qu'on se retire de l'assurance cyber, je ne pense pas que ce soit la solution non plus pour les assureurs. Je pense que ça, c'est très important à dire. Maintenant, tout comme ça a été le cas à une époque sur le dommage aux biens, avec les efforts de prévention qui ont été demandés aux assurés, je pense qu'aujourd'hui on en est là, qu'aujourd'hui les assureurs veulent voir des clients qui mettent en place certaines mesures de sécurité. Alors justement, le responsable de la sécurité informatique d'un groupe comme le vôtre, est-ce que vous avez dû répondre à des questions des assureurs, des courtiers, très concrètes, très techniques ? Oui, et dans plusieurs groupes, et je discutais avec mes confrères ce matin encore, pas très loin de Paris. Je pense que c'est un problème de maturité. Ça a été un peu évoqué, c'est un problème de maturité. Les tables d'actuaires ne sont pas là, etc. Ensuite, l'aléa, je partage l'avis vis-à-vis du commentaire, qui est légitime, mais je pense que l'aléa, c'est le cœur du sujet. C'est un sujet qui est très, très aléatoire. Eu égard à la complexité des systèmes d'information, l'interopérabilité que l'on pense plug and play entre chacun des outils, mais qui sont développés à Bangalore et l'autre moitié de l'entreprise aux États-Unis, et encore une autre moitié en Suède et un peu en France. Donc il y a cette complexité. Il y a le fait que personne n'a la roadmap des hackers. On n'a pas la roadmap des hackers. On ne sait pas ce qui va se passer à quel moment. Et l'assureur ne peut pas interviewer le hacker. Il peut interviewer que la victime. D'accord ? Donc c'est un peu faire face à l'aléa climatique et demander aux gens s'ils achètent des parapluies. Mais vous ne savez pas où la foudre va tomber. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que la foudre tombe de plus en plus souvent parce que les gens se protègent mal. Donc là-dessus, l'assureur a un rôle éducateur. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est une impression qui est uniquement liée à moi. D'accord ? Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que les assureurs essaient de faire une photo de l'entreprise pour déterminer l'avenir. En informatique, c'est un peu risqué. Il y a beaucoup de gens qui ont été attaqués, qui avaient des certifications que vous n'imaginez pas. ISO 27001, donc la meilleure organisation de sécurité possible, certifiée, des pentests tout dans le vert, etc. Et qui ont été des énormes victimes. Donc la certification n'est pas un gris-gris qui fait fuir les hackers. D'accord. Maintenant, elle est importante parce qu'elle fait monter la maturité des entreprises et donc la probabilité d'être attaqué si vous avez subi des certifications ou si vous avez bien répondu à votre questionnaire d'assureur, elle réduit. Mais lorsqu'une attaque ciblée a lieu, elle est toujours violente et dangereuse. Là où il serait légitime d'attendre les assureurs, et je pense où le business model, le modèle métier, le modèle financier tient mieux la route, c'est sur la capacité à se relever après une attaque. Et là, on est en face non plus, là le hacker n'est plus là, il est parti, il a cassé l'entreprise, d'accord ? Et on est en face de l'assureur et l'assuré, et plus une victime, en disant vous m'aviez dit que sur votre résilience, vous vous relèveriez un genou d'abord et le reste après, mais là on vous a coupé les deux jambes, donc vous allez faire comment ? D'accord ? Donc, et la capacité à se redresser, de toute façon, je pense que le travail de l'assureur va s'orienter vers là, parce que sinon, c'est un peu prévoir où la foudre va tomber et est-ce qu'il y aura un nuage plat ou un nuage conique. C'est difficile. Même Météo France, avec le nouveau calculateur, ne prévoit pas ce qui va se passer dans 6 mois. Et aujourd'hui, les attaques, elles ont lieu 6, 12 mois après que votre informatique soit parfaite. Donc, je pense que c'est un problème de maturité. Et je pense aussi qu'on regarde à empêcher les tempêtes alors qu'on devrait regarder qu'est-ce qu'on fait après la tempête. Alors, on a beaucoup de questions là qui sont arrivées tout à coup, mais c'est vrai qu'on se rapproche de la fin de la table ronde. Donc, je pense que ce sera plus riche d'y répondre après. Il y a notamment une question particulièrement d'actualité, puisque c'était traité au Sénat ce matin, je crois, sur l'assurabilité des rançons payées en cas de rançongiciel. Donc, je vous laisserai peut-être répondre ultérieurement. Je voulais peut-être avoir votre réaction sur cette cyber-résilience qu'évoquait Stéphane. Rapidement. C'est possible d'atteindre la cyber-résilience ? Oui, c'est possible. Maintenant, c'est souvent coûteux, c'est long, et malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens parce que Léopold le citait, en fait, ceux qui sont quand même le moins résilients, ce sont les petits ou les moyens, en fait. On parlait tout à l'heure des ETI, et les ETI qui sont quand même des entreprises d'une taille certaine, elles sont très 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 mal protégées. Pour moi, elles ont, jamais fait d'études précises, mais leur facteur de résilience est assez faible.
Moi, je me permets de rajouter, la cyber-résilience, en fait, se définit pour chaque entreprise. C'est-à-dire qu'on doit avoir des objectifs précis. Alors, ils peuvent être financiers, ils peuvent être commerciaux, ils peuvent être technologiques. Et en fait, on a des moyens à mettre en face. Mais en fait, ce qui est le plus important, quelque part, dans la cyber-résilience, c'est de pouvoir anticiper au maximum ce qu'une attaque pourrait créer sur l'entreprise. Et en face de ça, on met des moyens pour se dire, voilà, j'ai une appétence au risque qui me permet de pouvoir absorber tel choc. Et à partir de là, déjà, quand on s'est posé les questions, qu'on a identifié, priorisé les efforts de prévention, de sécurité, etc., qu'il faut mettre en place, là, on commence à devenir cyber-résilient. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas comprendre quelles pourraient être les conséquences sur l'entreprise et de rester dans cette espèce de flou où on ne comprend pas ce qu'est un risque et on n'en comprend pas non plus les conséquences. On doit revenir à l'approche par scénario, c'est ça, Léopold? Oui, ça va aider, mais moi je suis quand même assez optimiste sur la qualité des travaux d'identification des risques, notamment lorsqu'on fait ces fameuses certifications ISO 27001, les travaux de conformité du type RGPD, qui imposent encore une fois cette connaissance de son actif digital. Et pour moi, c'est le cœur du sujet. Si vous avez connaissance de votre cœur de réacteur, il est où mon cœur de réacteur? De quoi j'ai besoin après-demain, une fois que j'ai toute étape là? Quel est le premier réacteur que je vais relancer? Et où il est? Où est-ce que j'ai mes copies froides pour rebâtir et relancer? Et avec quelle équipe je vais travailler? Si déjà vous avez fait ça, j'aurais tendance à dire, vous avez une chance de vous relever et de remettre un genou à terre et de repartir. Si au contraire, vous avez pris le soin de ne jamais vous poser ces questions, parce qu'il y a toujours mieux à faire et des sujets plus passionnants et plus agréables à traiter, c'est peut-être dommage. Oui, il y a un facteur de résilience, je pense, qui est très aidant et qui est mal utilisé, c'est, Stéphane pour en parler, c'est la duplication des données, enfin la conservation des données, la duplication des données, parce que c'est ce qui est quand même à se relever quand on a quelque chose de dur. Et là, je pense que ça passe quand même pour beaucoup d'entreprises, par de la mutualisation, des capacités de stockage de salles, éventuellement de salles blanches, etc., ce qui n'existe pas du tout pour l'instant. Ce qui existe dans certains pays, en Suisse par exemple, ou au Japon, où ils sont plus évolués sur ça, mais en France, c'est très 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 peu répandu. Alors, on arrive au terme de nos échanges. J'ai envie de vous demander un dernier, s'il fallait retenir qu'une chose ou s'il n'y avait qu'un conseil à conserver, qu'est-ce que vous voulez, sur quoi est-ce que vous voulez insister, Philippe? Moi, j'insisterais quand même beaucoup sur la formation de tout le monde. Je reprendrai l'image de l'armée. La cyberdéfense, ça passe par la mobilisation de tous les soldats dans l'entreprise. Léopold, ton conseil ou ton point fort? Là, je parle en tant qu'administrateur de l'association des risk managers français qui travaille avec les assureurs comme des partenaires. Et je crois que si on arrive à mettre en place une forme de transparence et à prendre le temps de les rencontrer, de leur expliquer comment on est organisé, les assureurs, normalement, si ça leur plaît ce qu'ils voient, vont être en confiance et vont continuer à accompagner l'entreprise. Et donc, du coup, moi, je crois que cette transparence et ce dialogue, il est nécessaire, il est important et il est possible. Et je souhaite qu'il y ait des assureurs qui continuent à avoir de l'appétit. Vous y croyez aussi, Cédric? Ah oui, totalement. Moi, je pense que, j'en ai parlé tout à l'heure, le besoin de chiffrer le risque, le besoin de comprendre les conséquences du risque, pour ensuite pouvoir identifier ce qu'une entreprise, une organisation peut mettre en place pour faire face à ce risque. On parle de prévention, on parle de continuité d'activité, on parle du transfert du risque résiduel vers l'assurance. Tout ça doit être mesuré, tout ça doit être approché de manière pragmatique. Stéphane, ton conseil? Mon conseil, il y a 5 points, et puis je vais revenir sur le risque. La conscientisation, c'est apparu. La chaîne de valeur, on n'en a pas parlé. Identifier le bon terrain de jeu.
les gens partent trop du principe de l'informatique qui m'appartient. Aujourd'hui, j'ai un cloud, j'ai un Office 365, j'ai des SaaS, enfin beaucoup de choses. Il y a un en dehors de écosystème l'entreprise, il y a un important. écosystème. Et donc, on parlait beaucoup de supply chain, mon usine, mes camions et mes bureaux. Il faut voir la chaîne de valeur et parfois le partenaire clé n'est plus dans l'entreprise. Et il faut le faire entrer dans le scope. Donc, il faut passer de la supply chain à la chaîne de valeur. Ça, c'est important. Pas avoir que cette chaîne de fabrication in-house, intramuros. Après, il faut être conscient de sa surface d'attaque. Connais-toi toi-même. On a formé les gens et il y a un marché qui peut être trompeur là-dessus parce qu'on achète tout de suite de la threat intelligence. Il en faut. Il en faut, hein, je ne veux pas m'opposer à ça. Mais avant de connaître toute la menace mondiale, il faut savoir quel est l'asset attractif chez soi ou nourricier pour l'entreprise, soit attractif pour le hacker de la data dont vous vous fichez mais vous aurez un problème GDPR, soit nourricier pour vous, les données qui font tourner vos camions, votre entreprise, vos petites entreprises de plomberie ou votre grosse industrie. Et ça, si c'est derrière une porte mal blindée, le hacker bien sûr sera en face. Donc si on part de soi, si on se regarde d'abord avant de se faire peur avec la menace, ça va plus vite. Donc il faut raisonner défense avant de raisonner offense. L'offense, ça va juste être anxiogène et fataliste. La défense, c'est quelque chose de fini et de facile à faire. Et au niveau budget, c'est moins. Donc, oui. En deux secondes. Et pour terminer, la résilience, on en a parlé, l'éducation. Et je voulais terminer, j'ai parlé d'hygiène informatique. Pour terminer, je voulais parler de diététique, parce que le risque appétite existe pour certaines industries, les financières par exemple. Et donc, vous avez 3 catégories de risques. S'il y avait quelque chose à vous laisser pour pouvoir travailler dans votre informatique personnelle ou entreprise, il y a les risques toxiques. Si vous les mangez, vous mourrez tout de suite. Et cela, il faut les connaître et les adresser. Et il y a beaucoup d'entreprises qui les adressent après l'attaque. Et ça coûte moins cher de les adresser avant plutôt que de donner l'argent aux hackers. Les deuxièmes catégories de risques, c'est les risques où ça ne va pas se passer bien, c'est un peu indigeste. D'accord ? Donc ces risques-là, c'est les risques avec contre-mesure. Donc vous allez pouvoir manger ça, mais il faudra un Alka-Seltzer ou quelque chose derrière. Et après, il y a les risques qui sont gênants pour les experts informatiques, mais dont votre entreprise peut s'accommoder. Et donc si vous avez cette diététique du risque, de reconnaître à l'avance les risques toxiques, les risques qui appellent à une contrepartie, une contre-mesure de sécurité, et les risques sur lesquels on peut un petit peu passer, qui sont plus lointains, vous aurez moins de chances d'être attaqué gravement. D'accord ? Je rappelle que tout le monde peut être une cible aujourd'hui, dans la rue, sur son téléphone ou en entreprise. Et ce qu'il faut, c'est réduire la surface d'attaque. Merci Stéphane, merci beaucoup à tous les 4. Nous avons une diététique qui va s'ajouter à beaucoup d'hygiène et de choses à faire. Merci à tous. Je vais appeler à mes côtés François Cinca pour une conclusion et Maria Béatrice. Alors François, vous n'êtes pas forcément un expert de la cyber, alors j'espère qu'on ne vous a pas perdu. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Est-ce qu'il y a une chose qui vous a surpris, qui vous aura marqué ce soir ? Alors, beaucoup de choses, mais en fait, il y a 6 aspects qui m'ont frappé dans toutes ces interventions. C'est d'abord que ça ressemble très fort à la vie ordinaire, en fait, fondamentalement. Mais il y a un aspect qui m'a frappé, c'est l'aspect psychanalytique, c'est-à-dire passer de l'inconscient au conscient, c'est-à-dire ne pas rester, on va dire, ignorant des choses. Donc il y a cet aspect philosophique, et on a dit connais-toi toi-même, c'est-à-dire bien connaître ses portes d'entrée, ses faiblesses, par où on peut rentrer, la surface, etc., etc. Donc c'est vraiment une connaissance de soi-même. Il y a un aspect domestique, comme pour rester en bonne santé, il faut faire du sport, il faut faire de l'exercice, etc. Eh bien, manifestement, pour avoir une entreprise qui ne sera jamais protégée à 100%, hein, et qui n'aura toujours des risques, mais il faut une hygiène informatique, a-t-on dit. Et cette hygiène informatique passe par un entraînement, semble-t-il, qu'il faudrait peut-être pas quotidien, mais très, très, très régulier, parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on est enthousiaste sur un certain nombre de domaines quand on vient de faire une formation tout à fait exaltante, et puis après le quotidien vous ronge et que rapidement on dit oh bah tiens il y a ce nouveau restaurant, etc. Je clique et là on met tout le monde dans l'embarras. Donc il y a une hygiène informatique qui passe par on va dire un aspect tout à fait domestique. Il y a évidemment l'aspect qui m'intéresse un peu plus en tant qu'enseignant, c'est l'aspect éducation. Effectivement, on peut être tout à fait surpris que
À ma connaissance, dans l'éducation nationale, il n'y ait absolument aucune formation dès le plus jeune âge. Alors non seulement une formation au risque informatique, une formation évidemment pour protéger les enfants contre des malveillances et des images qu'ils ne sont pas aptes à regarder, mais aussi une formation, on va dire, à la déontologie, parce que tous ces hackers, si on regarde bien, sortent bien de nos écoles informatiques. Et c'est certainement pas des gens qui se sont formés sur le tas pour arriver à des performances, on va dire, manifestement technologiques. Je n'y connais que peu, mais pour arriver à aller percer des systèmes qui sont a priori déjà très protégés, il faut être tout à fait bien formé. Or, ceux-ci sortent forcément de nos écoles. Et donc là, il y a un problème tout à fait important, de mon point de vue, mais qui est un problème beaucoup plus général, hein, qui est la propriété d'autrui. Nous avons, on va dire, une certaine, de plus en plus, on s'aperçoit, de souplesse avec ce qu'on appelle la propriété d'autrui. Or, les données d'une entreprise sont la propriété d'une entreprise, donc c'est la propriété d'autrui. Aller les abîmer, aller les détériorer. Donc, il y a beaucoup, on va dire, de questions de respect, d'habitude à faire les choses, à comprendre les choses et à comprendre que c'est un petit peu comme les enfants qui disaient j'ai peur quand je vois mamie de lui refiler le Covid, enfin la Covid. Or, ça, un enfant le comprend bien. Eh bien, pour tous ces risques informatiques, il faut bien lui faire comprendre. Et puis, il y a aussi un aspect divinatoire, c'est-à-dire qu'il faut devenir cyber-résilient. Donc, il faut essayer de deviner quelles pourraient être les attaques, quelles pourraient être les conséquences de ces attaques, les dommages. Et il y a aussi un aspect aussi que j'ai bien remarqué, un aspect alimentaire, qui est une diététique du risque, c'est-à-dire en fait essayer de regarder toutes ces consommations et regarder les consommations qui sont, comme on disait, indigestes et pas indigestes. Si maintenant je peux peut-être aborder la question de la recherche qui nous intéresse, nous, plus spécialement ici à l'ESA. Hein. Effectivement, j'ai cru comprendre que cette évaluation du risque était extrêmement difficile pour les assureurs et que pour l'instant, il semblerait que nous soyons dans un b.a.-ba où certains contrats existent, mais il n'y a pas, on va dire, d'évaluation très claire du risque, ce qui fait qu'il n'y a pas d'évaluation très claire de la prime, ce qui fait qu'on se retrouve avec des rentabilités négatives, c'est-à-dire des pertes. D'où, semble-t-il, une certaine fuite des opérateurs de ce marché qui a fait perdre de l'argent, et personne n'aime perdre de l'argent dans son business. Donc, il y a vraiment un travail de recherche, manifestement, pour faire effectivement l'équivalent des tables d'espérance de vie des actuaires, hein, ou des choses comme ça. Donc là, c'est un travail de recherche. Alors, par quel bout le prendre là, il faut regarder ça. On ne va pas voir ça aujourd'hui, mais il faut véritablement fouiller cette question-là, parce qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'effectivement, on peut considérer que c'est un événement certain comme le décès, mais le camp et la couverture prise va permettre a priori d'évaluer le degré de la prime, etc. etc. Et il y a aussi toute la question de l'assistance et des prestations. Alors, les uns et les autres sont coûteuses pour l'assureur, et donc je comprends bien qu'il peut être réticent, etc., à développer, on va dire, des offres avec beaucoup d'assistance. Ça veut dire beaucoup de primes. Beaucoup de primes, ça veut dire éventuellement perdre des clients parce que les clients ne comprennent pas, puisqu'ils ne sont pas conscients. Donc il y a tout un travail manifestement général, et vraiment c'est un travail, on va dire, d'éducation publique, hein, semble-t-il, hein,
pour lequel, il me semble, nous ne sommes pas du tout préparés. Je pense que l'éducation nationale, mais nous aussi à l'ESA, nous devrions réfléchir à plus que sensibiliser nos étudiants, puisqu'ils manient des ordinateurs, puisqu'ils reçoivent des mails, puisqu'ils sont des portes en fait, ils sont des dangers potentiels, ces braves étudiants lorsqu'ils sont en entreprise, et tout le monde l'est manifestement, puisque j'ai cru entendre que même les plus aguerris se faisaient piéger, donc à 11h, il faut être vigilant à 11h, j'ai compris, à 11h et à 17h, grosso modo, à 11h à 17h, je n'ouvre plus de mail. Voilà. Avant les grands week-ends. Et avant les grands week-ends. Et avant les grands week-ends. Donc je fais très attention à tout, effectivement. Donc il y a véritablement, de mon point de vue, alors ça a été, alors c'est pas une découverte, tout le monde parle du risque cyber, mais je dirais avoir plus de détails comme on a eu ce soir. Ça montre, on va dire, l'ampleur de la question et aussi l'organisation, on va dire, des assaillants. Manifestement, ces assaillants sont organisés comme des troupes de combat, des troupes d'élite qui vont chercher la faille, pénétrer à l'intérieur. Évidemment, on ne peut pas attendre de ce genre de personnes qu'ils aient une moralité, donc ne pas payer me paraît quelque chose de raisonnable, puisque de toute façon, il va falloir réparer, ça va coûter cher. Et je dirais que c'est une guerre, mais qui est, comme souvent ces guerres et ces guérillas, qui ne seront jamais gagnées, qui seront des guerres perpétuelles. Merci beaucoup François. Alors avant de repasser la parole à Maria-Béatrice pour la conclusion de la conclusion, je voudrais juste réagir. Ne faudrait-il pas un guide des bonnes pratiques simples à consulter? Alors si je peux me permettre, on a évoqué au début de la table ronde l'ANSSI. L'ANSSI publie énormément de guides, de fiches de bonnes pratiques. Il y a notamment un guide qui a été copublié avec l'Association des directeurs des risques, qui a été cité aussi tout à l'heure. Et on peut aller jusqu'à citer, peut-être pour des entreprises un peu plus petites, le site aussi gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr, où on trouve énormément d'outils accessibles. Enfin, voilà, je ne vais pas employer le terme vulgarisation, serait mal vu, mais c'est franchement très accessible, avec des conseils pour des dirigeants. Voilà. Maria-Béatrice. Merci beaucoup. J'étais déjà rassurée quand on avait pensé que c'était un sujet qui devait être traité. Je le suis d'autant plus puisque, comme je vous l'ai indiqué, nous souhaiterons poursuivre cette table ronde dans notre prochain numéro. Et puis, ce qui me rassure surtout, j'en ai trouvé pour tous mes enseignants-chercheurs. Il y a eu du droit, donc c'est une question qui me tient à cœur. Il y a eu de l'économie, ça c'est génial. Mais il y a eu surtout, beaucoup des pistes. Faut-il faire des choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il le faire? Ce qui pour nous est une richesse inouïe. Ça ouvre énormément de portes. Ça nous laisse les temps, puisque je vois que quand vous me dites qu'aux États-Unis, on ne sait pas encore où nous en sommes, je me dis, mais bon Dieu, mais c'est un boulevard qui s'ouvre devant nous. Donc tout ça ne peut que conforter. Que le choix de notre table ronde, les titres, les intervenants, tout le monde était vraiment plus qu'à la hauteur, c'était vraiment ce qu'on attendait, pouvoir ouvrir des débats, continuer, aller au-delà. Et puis, je ne peux que vous inviter, vous tous, à nous suivre, lesbonnesfeuillesdelassurance.org. Et puis, bien entendu, je ne me permettrai pas de terminer ce soir sans remercier nos intervenants. C'était vraiment d'une richesse énorme. Donc, je vous remercie. C'était vraiment très bien. Je remercierai bien entendu l'équipe de l'ESA qui a été derrière, nos techniciens, sans lesquels rien de tout ça, bien évidemment, n'aurait pas de sens. Et puis, bien sûr, mes derniers remerciements sont pour Cécile, qui nous a fait l'honneur d'animer la table ronde, qui nous a accompagnés depuis le début. Ça a été un travail que nous avons fait depuis un bon petit moment. Et puis, mes remerciements pour tous ceux qui nous ont suivis à distance, pour notre public dans la salle, que vous n'avez pas eu la chance de voir, mais que nous voyons depuis le début. Et puis, un grand merci à tous. Et rendez-vous pour la prochaine table ronde des bonnes feuilles de l'assurance avec nos invités. Merci à tous.